Bonsoir, bienvenue à la 8e conversation de Dialogue Danse Actuelle, une initiative de médiation culturelle en ligne créée par Art Circulation. DDA, c'est la rencontre du milieu des arts et celui des idées. C'est une série d'entretiens avec des artistes invités, des experts de différents domaines autour de sujets et d'enjeux d'actualité, des sujets qui les rejoignent. Le but de ces rencontres, c'est de faire la lumière sur les processus de création des artistes invités et de creuser les sujets qui les animent. Et bien sûr, c'est aussi de s'inspirer mutuellement et d'avoir un bon temps tous ensemble. Je m'appelle Arnaud Rochefort-Ali et je serai votre animatrice pour la prochaine heure. Notre petite équipe est réunie aujourd'hui en direct du Myland à Montréal. Et vous, il y a des gens qui sont avec nous actuellement sur YouTube. On aimerait ça savoir de où vous nous regardez. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la section commentaires sur YouTube. Cette conversation se veut participative. Il y aura possibilité là à la fin de la discussion d'avoir une question du public. Donc, si vous avez des réponses, des questions, des sources d'inspiration, vous voulez nous en faire part, vous pouvez écrire dans la section commentaires sur YouTube et je vais lire votre question à la fin de la conversation. Même chose sur notre plateforme en ligne. C'est une plateforme qui se veut open source, participative. Il y a une carte mentale pour la discussion d'aujourd'hui. Et nos invités ont partagé des textes, des images, des vidéos sur cette carte mentale-là. Si jamais le sujet vous parle, vous pouvez créer un compte d'utilisateur et participer à cette carte mentale-là avec du contenu, des références de votre choix. Donc, allons droit au sujet, droit à nos invités. Donc, on a Cathy qui est ici, juste ici. Allô, Cathy? Bonjour. Est-ce que tu me permets de te tutoyer? Avec plaisir. Est-ce que tu aimerais nous te présenter brièvement? Sure. Je suis directrice artistique de Montréal Danse et je suis une dramaturge, qui veut dire que je travaille dans les équipes de création très proches avec le chorégraphe et toute l'équipe, avec tous les projets de Montréal Danse et d'autres artistes aussi. Et j'adore faire les recherches nécessaires pour chaque projet qu'on fait. Super, on aura l'occasion de découvrir un peu plus ton travail actuellement. Et on a aussi Hugo Montembeau. Donc, allô Hugo. Bonjour Arnaud. Tu permets aussi que je te tutoie? Absolument, allons-y. Excellent. Sans problème. Hugo, est-ce que tu veux te présenter? Oui, je suis professeur en études vidéoludiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, centre de Montréal. Donc, on est au Myland. J'ai pas pris l'avion pour venir ici aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, je suis spécialisé en études de jeux vidéo. J'enseigne dans le domaine de création de jeux, la recherche en jeux aussi. Puis, principalement, mes recherches s'intéressent à la notion de glitch. Donc, là, comment les joueurs utilisent des erreurs dans le contexte des jeux vidéo pour se réapproprier les jeux, créer des nouvelles expériences, explorer des espaces liminaux. Alors, je suis très enthousiaste de pouvoir participer à la discussion aujourd'hui avec vous deux. Super, bienvenue à vous deux. Très content de vous avoir avec moi aussi. Donc, on s'intéresse aujourd'hui aux pratiques vidéoludiques, pratiques ludiques en général. On explore les limites de ces pratiques-là et les enjeux qui peuvent être soulevés par ces limites-là. Sautons droit dans le vif du sujet. Alors, Cathy, première question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport que tu entretiens avec le jeu dans ta pratique dramaturgique actuelle? Je dirais, je nommerais pas comme jeu tout de suite. Je dirais qu'on découvre qu'on pourrait le nommer le jeu, mais nous, on a commencé plus avec l'idée, on voulait inviter les publics d'être plus actifs que juste assis dans un siège pour regarder un spectacle. Donc, pour certaines œuvres, plus récemment, on a réalisé le type d'invitation était similaire d'un jeu. Donc, c'est là que je m'intéressais de voir, ça veut dire quoi pour chacun des deux œuvres en particulier. On parlera de ces deux œuvres dans quelques minutes. Et ça veut dire quoi même une invitation pour un jeu? Et c'est quoi un jeu? Comment on va le définir pour chaque projet quand on nomme un jeu? Parce que c'est pas le même jeu.
Donc, Absolument. voilà. Super, super. Et toi, Hugo, tu nous as parlé un peu de tes centres d'intérêt, donc l'étude des glitches, etc. Tu as aussi un doctorat en études de l'art, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, j'ai un doctorat du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Mm-hmm. Alors, effectivement, j'ai gravité autour de la question de l'histoire de l'art et tout ça. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, au niveau artistique, qu'est-ce qui t'intéresse dans les études que tu fais actuellement dans les communautés de joueurs? Oui, ben, écoute, ben moi, quand j'ai commencé à étudier le glitch, je voyais toutes ces pratiques transgressives qui se mettaient en place autour de l'erreur, que ça soit, donner quelques exemples au public, là, mais que ça soit utiliser les erreurs pour tricher, performer dans les jeux, que ça soit utiliser les erreurs pour passer en dessous de la carte de jeu pour aller explorer les marges du système. Donc, je voyais qu'il y avait tout un ensemble de pratiques autour du glitch. Aussi, il y a des pratiques artistiques qui sont menées par les joueurs. Donc, on a des joueurs qui vont avoir une volonté d'explorer la matérialité des jeux, comment justement l'image se construit par la machine. Donc, on a des joueurs qui vont utiliser l'erreur pour s'amuser à voir les effets esthétiques que ça peut créer. J'étais comme fasciné par la richesse des pratiques alternatives autour du glitch. Puis je me suis rendu compte en faisant ma revue de la littérature qu'au final, on étudiait, dans le domaine des études vidéoludiques, on étudiait beaucoup le glitch en vase clos. C'est-à-dire, on prend les études du jeu pour penser le glitch dans le jeu. Puis pour moi, il manquait l'espèce de trajectoire historique qu'on pouvait créer en remontant dans l'histoire de l'art. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement fouillé l'histoire de l'art pour tenter de retracer des pratiques artistiques ou des pratiques même de public qui utilisaient l'erreur, les dérapages, les inconsistances dans les œuvres pour justement refaire ce trajet historique-là pour inscrire mon glitch vidéoludique dans une histoire qui est celle de l'histoire de l'art. Donc, ça permettait d'aller chercher des savoirs nouveaux, de voir que finalement, il y a des continuités entre les pratiques contemporaines et les pratiques du passé. Puis, on pourra en parler là, de certaines pratiques en cours de... Avant qu'on aille plus loin, le concept de glitch, c'est quelque chose qui va souvent revenir dans la discussion aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous faire une définition un peu, grosso modo, qu'est-ce qu'on entend par glitch? Oui, c'est fondamental. Donc, dans mes recherches, j'ai croisé différentes façons de définir le glitch. Donc, une des façons, les degré zéro, on pourrait dire, c'est cette fameuse, le système qui échoue ou le système qui génère une erreur. Mais la particularité du glitch, c'est que ça ne fait pas crasher le système, ça ne fait pas échouer complètement le système. C'est un échec partiel. Et donc, il y a une dimension, si on veut, technique à la définition du glitch. Mais moi, dans mes recherches, ce que j'ai retracé, c'est une définition plus gestuelle que j'ai trouvée. Et ça, je trouve ça fascinant. Les premières occurrences du mot glitch dans les milieux techniques, les milieux professionnels techniques, étaient dans le milieu de la radio des années 1940. Et les gens qui organisaient les programmes de radio, et quand l'animateur faisait une erreur, c'est-à-dire une erreur de diction, ou mettre la mauvaise publicité, ou quelqu'un dans la régie mettait la mauvaise publicité selon l'ordre qui était préprogrammé, c'était appelé un glitch et c'était répertorié sur des feuilles officielles pour garder les traces des erreurs. Donc, déjà dans son inception, l'idée de glitch vient avec une pratique archivistique de noter les erreurs. Mais moi, ce qui me fascinait, c'est qu'on pouvait revenir à une compréhension du glitch qui était incorporée dans les corps des acteurs qui les performent par accident. Donc, les espèces d'écarts de conduite, les blancs de mémoire, les fautes de diction étaient des glitches. Puis je pense que là, ici, on peut avoir une continuité avec certains comportements dits en dehors de l'horizon d'attente dans le contexte de certaines installations artistiques. Moi, je dirais que moi, le glitch, j'ai pas la même relation que tu as, la même profondeur peut-être de réflexion. Je dirais que ça a commencé avec les glitches audio et les glitches visuels. C'était plus comme film, peut-être, une sorte d'esthétique qui était liée avec glitch. Quelque chose qui n'était pas smooth, qui avait des interruptions, des imprévisions. Je pense que... Anyway, mais après ça, c'est la même chose. C'est quoi dans le corps? C'est quoi le glitch du corps et en mouvement, etc. Ça, je pense qu'on a vraiment de quoi. Ben, ça rejoint un peu les définitions techniques d'un côté, la machine qui échoue, le son rugueux qu'on entend glitcher dans une installation avec de la musique et tout ça. Mais après ça, ça peut être le corps aussi qui se comporte d'une façon qui échappe au contrôle autorial. Tout à fait. Je pense qu'on va venir à la question de l'autorialité éventuellement. Super intéressant, merci. Puis, en fond, là, il y a deux œuvres en particulier
qui sont d'ailleurs sur la carte mentale. Il y a des vidéos de présentation de ces œuvres-là. Donc, on a Radiomaton et Invisible. Ce sont deux installations de longue durée et qui permettent, là, qui invitent le public à participer. Est-ce que tu voudrais nous mettre en perspective un peu c'est quoi ces installations-là? Oui, exactement. On aimerait ça en savoir plus. Radiomaton, c'est une installation numérique participative. Dans le sens, c'est pas un spectacle, c'est vraiment une installation. Et pour chaque participant, ça dure 5 minutes. Et le spectacle de ça, c'est purement le participant. Il y a pas un interprète quelque part. Et c'est une accumulation de participants qui finit par être tout mis ensemble pour une vidéo qui continue et est en expansion. Chaque nouvel participant fait l'œuvre. L'autre, donc ça, c'est la version... ça, c'est très particulier, 5 minutes. Donc, la question, comment inviter des gens à un jeu de 5 minutes est une chose. Et l'autre est Invisible. Invisible, c'est un spectacle où on invite des personnes qui viennent assister à être actifs pendant le show. Et le spectacle dure 72 heures sans arrêt. Donc, les personnes peuvent rester très longtemps, ils peuvent partir et revenir autant de fois qu'ils voulaient. Donc, ça, c'est les deux contextes assez différents quand même. Puis, je pense que c'est important de préciser que c'est un spectacle qui a beaucoup de danse. Donc, on a une scène, corrigez-moi si je me trompe, mais une scène circulaire avec des danseurs qui vont réagir à différents événements sonores. Mais ces événements sonores-là, si j'ai bien compris... Ça a l'air de ça, hein? Mais la règle, c'est pas ça. OK. Donc, la danse existe. Le mouvement existe, c'est entre 1 et 10 personnes, parce que les danseurs peuvent, un peu comme le public, être sur scène, être dans l'espace, danser ou pas. Mais la règle pour les danseurs, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une personne. Okay. Et une autre règle, c'est qu'il faut que tout ce qu'ils font, c'est chorégraphié par quelqu'un d'autre. Donc, ils prennent les mouvements de tout le monde tout le temps. Donc, ils n'ont pas auteur eux-mêmes, autre que de qu'est-ce qu'ils font avec cet implant des autres personnes. Donc, cela, déjà, c'est un travail collectif. De là, on invite des gens surtout d'ajouter de musique, musique ou paroles ou films ou n'importe quoi. Et les danseurs ne doivent pas réagir. Donc, dès que la musique est là, ça donne un contexte qui n'est pas, on ne veut pas faire une sorte de visualisation de toute musique. Donc, on invite des fois des gens à amener une partition auditive ils trouvent que ça va avec ou qui va pas avec. Ça, le jeu est encore plus complexe. Donc, les danseurs doivent résister à l'intrusion de sons externes. Qui est impossible. Il y a un glitch total possible dans ça, si on regarde. Parce que le corps veut réagir. C'est ça. Ça change tranquillement, mais c'est pas, on résiste, tout à fait. Puis quand on voit les danseurs, moi j'étais sûr qu'ils embrassaient le son, mais ça vient de comme changer ma compréhension de l'œuvre. C'est génial. Oui, aussi, en fait, il y a des tensions. Puis j'imagine qu'il y a, de ce que j'avais compris aussi en voyant la vidéo, c'est qu'il y avait plusieurs stations sonores. Tout à fait. Et ils peuvent être activés en même temps. Donc, ça fait plusieurs couches de son, ce qui peut devenir parfois chaotique ou créer des rapprochements inusités en différents sons. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on... C'est ça, là, parce qu'on dit que c'est un jeu. On a compris assez tôt dans le processus, pas tout de suite. Ça, c'est toujours fascinant entre jeu et spectacle. On ne savait pas tout à fait c'est un jeu. Au début, on commence. Je soupçonne en jeu, tu sais c'est un jeu. Je soupçonne, vous savez que c'est un jeu. Donc, mais quand même, assez tôt, on a réalisé que c'était un type de jeu dans le sens, on voulait pas être en contrôle d'une partie du jeu, de toute la partie auditive. Donc, j'ai perdu mon image, je suis capable. Je peux profiter de l'occasion. S'il vous plaît. Aussi, c'est pour ça que je trouvais que on avait parlé ensemble, mais que ça me faisait penser beaucoup à l'approche de Fluxus, d'une certaine façon. Fluxus qui voulait justement s'opposer à l'art bourgeois un peu solitaire, introspectif. Je regarde une peinture avec un regard désintéressé, et puis dans une logique un peu mercantile et tout ça. Puis Fluxus voulait casser toute cette éthos-là de l'art bourgeois. Puis la manière de le faire, c'était d'amener, de sortir l'art des galeries, d'amener ça dans les espaces publics, d'inviter le participant à interagir avec l'œuvre et dans le fond à devenir l'auteur de l'œuvre.
Donc, c'est une notoriété qui est collective parce que on amène l'art dans les espaces publics avec une invitation justement aux participants à devenir artistes. Puis c'était une façon pour Fluxus de tenter de révolutionner l'art, puis et ce faisant au moyen du jeu. Donc, on amène du jeu dans les happenings, donc certaines règles d'appropriation de l'œuvre, mais en même temps des règles un peu souples avec une espace d'incertitude pour que les gens sachent pas nécessairement comment se comporter, mais qui ont si on veut, une affordance interactionnelle avec l'œuvre. Puis là, finalement, on a une œuvre qui se crée on the spot avec les gens qui sont là pour montrer justement que tout le monde peut être artiste, en fait. Que c'est pas... Ben, c'est super intéressant. Merci, je me souviens de l'idée que je m'échappais complètement. Qui est qu'on a réalisé à un moment donné, c'était pas assez de dire que c'était un jeu participatif. Il fallait le nommer un petit peu plus clairement. Donc, on a dit que c'est un jeu d'intelligence collective ou créativité collective pour un peu situer c'est quoi l'écoute qu'on cherchait dans la pièce. Donc, très, très similaire de ce que tu parlais avec Oui, c'est super intéressant. Puis, éventuellement, il y a eu les cartes qui sont entrées. Là, à partir de ce moment-là, on est vraiment dans le rapport au jeu. Puis là, ça me fait d'autant plus penser à Fluxus, qui avait cette idée de flux amusement. C'est-à-dire que le but de l'art, c'est que ça soit chaotique, festif, bruyant, puis d'amener les gens à participer à cette espèce de chaos artistique-là qui se passe dans le moment de l'œuvre, tu sais, dans l'espace multijoueur de l'œuvre. Puis ça, je serais fasciné de voir un peu c'était quoi le raisonnement derrière les cartes. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour les gens à la maison, pour les cartes, de ce que je comprends, vous avez comme reciblé un peu qu'est-ce que vous vouliez faire de l'espace, puis vous avez apporté des petites règles, des invitations sous la forme de cartes de jeu. Parce que la question d'invitation, c'est pas minime. Dans le sens, on a comment l'invitation se situe où? C'est sûr que l'œuvre comme telle, l'espace, ça dit beaucoup de choses parce que c'est un espace qui n'est pas un théâtre, c'est pas un salon de quelqu'un, mais c'est un peu de ça aussi. L'espace disait un petit peu comme on est ailleurs, mais on a réalisé que c'était une invitation pas assez claire. Donc, on a décidé qu'il fallait, ça valait la peine de donner des suggestions au public. Puis, on a commencé avec les petits morceaux de papier dans un bol, tu pigeais, puis tu avais une idée. Mais là, personne pigeait vraiment, puis le bol était trop invisible. Donc, on a changé pour avoir carrément un paquet de cartes par personne qui entre, qui a comme une cinquantaine de suggestions qui varient entre jouer à musique ou un fichier audio de toutes sortes, toutes les choses audio, que peut-être aller chuchoter dans l'oreille d'un interprète, peut-être essayer d'écouter plus de regarder juste une partie du corps d'un danseur et voir qu'est-ce que ça donnerait pour ton propre corps. Le niveau de suggestion était très différent. Vous pensez partir, rester 10 minutes de plus. Ça, on n'a pas parlé des choses comme ça. Oui, OK, c'est ça. Quand vous revenez, qu'est-ce qui est différent? Toutes sortes de suggestions comme ça. Et même là, on a trouvé que c'était pas assez. Donc, on avait des cartes parce que il y a des problèmes dans toutes sortes d'invitations. Dans le sens que tu invites, mais tu désinvites, tu forces, où les gens ne vont pas te forcer, ou tu donnes une règle où les gens vont être plus libres, ou etc. Donc, on a ajouté un deuxième jeu à l'extérieur de l'espace qui avait vraiment, c'est comme un Risk, le board game. Mais sur ça, il y a une sorte de map de l'espace à l'intérieur, un peu de préparation mentale de l'espace, et aussi une préparation de se dire c'est un jeu, et c'est ça le but. Le but, c'est de laisser la place pour tout le monde de partager la création de cette œuvre-là, donc être à l'écoute, de regarder, de donner l'espace à, etc. On a fait un autre niveau de situation de cette œuvre-là, cette place de participer, écouter, faire partie d'eux, reculer, etc. Parce qu'il y a une tension entre les règles qui sont nécessaires à un jeu pour pouvoir évoluer et être créatif dans ce cadre-là, et la liberté totale, la liberté d'action qui comme les happenings de Fluxus un peu
donc permet vraiment de sortir des conventions, Oui. de vraiment se surprendre, de bouger son corps d'une manière qu'on n'est pas habitué, d'utiliser les objets en présence d'une manière qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, il y a comme une tension, puis mais la présence des règles est toujours importante, sinon on sait pas qu'est-ce qui est permis. Tout à fait. Hugo, sur la question des règles, la transgression des règles, qu'est-ce que tes études sur les communautés de joueurs nous révèlent sur ces choses-là? Ouais. Peut-être que ça pourrait être utile pour des artistes qui voudraient faire quelque chose avec ça. Ben, ça me fait penser à deux concepts qui sont super communs là, en études vidéoludiques qui reviennent à l'anthropologue Roger Caillois. On fait la distinction entre le ludus puis la païdia. Le ludus, c'est les formes de jeu qui vont accepter de jouer le jeu tel qu'il est codé et régulé. Donc, on respecte les règles, on veut aller chercher le maximum de points, on veut battre son adversaire, on respecte le jeu. On joue le jeu tel qu'il est fait. En anglais, on pourrait traduire par le rapport au game. Et le païdia, c'est plutôt le rapport au play, où là, on est plus dans le jouer libre, chaotique. On renvoie souvent comme exemple aux jeux d'enfants. Tu sais, les jeux d'enfants dans les parcs, c'est plus turbulent, on saute partout. Oui, il y a une balançoire, mais on monte sur le poteau à la place. Donc, vraiment, on a le rapport un peu plus turbulent. Puis, donc, on a cette espèce de deux rapports au jeu, un qui est plus ludus, un qui est plus païdia. Puis moi, ben, dans le cadre de mes recherches sur le glitch, ben, ce que je constate absolument, c'est que, ben, il y a certains joueurs qui vont rejeter le ludus, si on veut, puis qui vont aller dans le jouer libre et chaotique et turbulent. Puis c'est là que le glitch devient un outil pour aller dans cette direction-là. Donc, on utilise le glitch pour faire disjoncter le système, pour embarrer il y a certains trolls qui vont utiliser justement les erreurs pour faire perdre leur équipe, embarrer leur équipe dans une salle en faisant bloquer une porte automatique, plein de trucs comiques et drôles qui ont leur place dans le cadre du jeu, parce que le jeu, c'est aussi la possibilité. Le jeu, c'est un espace d'appropriation ultimement. Le jeu dans une porte. Quand on dit le jeu dans une porte, parce que la porte bouge un peu, c'est cette marge mécanique d'appropriation. Puis le glitch nous permet d'aller dans cette marge, puis de se réapproprier du jeu, puis d'en faire autre chose. Et ultimement, c'est vrai, Arnaud, ce que tu dis, ça se passe en communauté aussi. Donc, le plaisir du jeu transgressif, si on veut, va beaucoup se faire en communauté, au sens où ben, les communautés de glitchers qui vont trouver une erreur, ils vont la documenter de façon très minutieuse. Ils vont s'enregistrer, jouer. Après ça, ils vont faire des montages vidéo, parfois avec de la narration en voix over par-dessus l'image pour expliquer, bon, ben ici on fait ça, ici on fait ça, ici on fait ça. Après ça, on partage ça dans l'intelligence collective du web. Les autres glitchers de la communauté ou les autres participants de la communauté vont aller consulter ces vidéos-là, vont intégrer ces pratiques-là dans leur corps, dans leur jouabilité, puis après ça, ils vont aller retourner dans le jeu pour performer le jeu différemment, puis ouvrir l'expérience à d'autres choses. Pour performer le glitch, développer des nouvelles manières de jouer, des nouvelles stratégies de jeu, et des fois pour trouver d'autres glitches aussi. Il y a tout un beau rapport dans la communauté du glitch, puis c'est Alan Mead qui théorise cette communauté-là dans son livre Understanding Counterplay in Video Games. Il va dire que l'intelligence collective des glitchers, elle est itérative et cumulative. C'est-à-dire on bâtit tout le temps sur l'héritage de notre communauté qui ont fait des trouvailles avant nous, puis nous on les réutilise, on en trouve d'autres et on cumule le savoir comme ça. Puis c'est si on veut, l'expansion de cette intelligence collective-là, qui fait que le jeu est toujours en train de se renouveler, d'apporter des nouveautés et aussi de causer certains problèmes. On pourra y revenir, mais des rapports de tension. On a parlé de ça dans un autre temps, puis ça me donne tellement d'envie. Je réalise dans mon monde dans lequel je pratique, on n'a pas la question de temps comme vous avez dans la situation de jeu et l'accumulation de la compréhension de comment jouer des jeux. Tout à fait. Et je dis, oh my God, si on faisait plus, est-ce que ça va se révéler aussi? Est-ce qu'il y a comme une sorte d'intérêt qui pouvait suivre et accumuler avec le temps? Je suis comme, Ça, c'est une question criante. Le temps. Oui, c'est ça. Ça prend du temps. Est-ce que dans ces 72 heures, c'est très long? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus plusieurs fois? Et est-ce que le fait de revenir dans l'espace installatif, est-ce que ça a changé leur perspective de comment utiliser l'espace, comment utiliser leur corps dans l'espace, chercher des glitches? Qu'est-ce que le temps a influencé sur vos deux performances? Il faut dire que ces deux
spectacles sont récentes. Donc, je peux pas dire qu'on a un échantillon très large des possibilités, mais ce qui est certain, c'est avec Invisible, les gens reviennent. Et quand il revient, il vient avec d'autres outils. C'est pas nouveau, c'est la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Donc, ils osent faire, ou ils ont l'envie de pas faire ce qu'ils ont fait avant, ils vont essayer d'autres choses. Et il y a une certaine familiarité avec nous aussi qui s'installe, parce qu'on se voit, puis on sait qu'ils sont là, puis oups, on a une plus grande tendance de faire des choses. Un confort dans l'espace. Un sorte de confort. Donc, les lignes entre qui est spectateur et qui est performeur devient fuzzy, very, very fuzzy. Avec le temps, puis c'est la nuit. Il faut dire aussi des questions de nuit. Puis on a des lits, des matelas, autrement dit, dans l'espace. Donc, il y a une certaine, encore une fois, liminal spaces, où on ne sait pas trop exactement c'est quoi notre rôle quand on dort, par exemple. Mais c'est sûr, il y a une sorte d'intimacy of spectatorship. Il y a la possibilité de s'endormir. Oui. Ah ben si quelqu'un ronfle, ça l'air. C'est ça fait partie de. Ça affecte la danse. Oui. Oui. Ben ça serait un super intéressant. Je serais fasciné aussi de voir Invisible ou Invisible sur 1 mois, 2 mois. Tellement. Par contre, il faut avoir toute une équipe de. Une équipe. Oui, ça serait incroyablement. Complexe à gérer. Mais... si je reviens à quelque chose que tu as dit tantôt entre game et play, je dirais entre nos 2 pièces, Invisible, et l'autre Radiomaton, on a parlé un petit peu moins de ça. Dans Invisible, on a une certaine hésitation d'insister que c'est un game. De dire au même du play, parce qu'on ne va pas forcer d'une aucune manière que les gens, il faut qu'ils participent, parce que dans notre milieu, en tout cas, on a une assez grande partie des gens qui viennent qui n'aiment pas ça. Participer ou... Oui, ils ne vont pas être forcés de participer, de sentir qu'ils ont un rôle nécessaire à faire pour que ça marche. Donc, on s'organise pour que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est plus invitant, parce que donc, c'est pas nécessaire. Ils savent qu'on peut faire tout sans eux. On a l'impression, en tout cas, que ça laisse une sorte de non-dit plus clair que c'est possible de faire des petites choses ou pas du tout. C'est optionnel, c'est à chacun. Mais pour Radiomaton, c'est pas optionnel. S'il entre, c'est la seule personne qui est dedans. C'est complètement dépendant des gens qui sont là. Donc, on fait toute l'invitation et enfin, c'est les instructions qu'ils entendent dans un headset. On n'a pas parlé trop de c'est quoi. On n'a pas décrit le booth. C'est un booth qui est comme un photomaton. Ça a l'air vraiment identique d'un photomaton, sauf quand tu entres, au lieu de prendre une photo, tu mets tes headphones pour écouter quoi faire, qui est, ils allaient entendre la radio live, ils vont essayer de répéter au fur et à mesure autant qu'ils peuvent, au même temps que ça roule. Donc, dire les mots. Et faire les mouvements. Puis après ça, il y a un télésouffleur devant eux qui a un corps qui fait toutes sortes de petits gestes. Donc, ils ont une double tâche. Le jeu, c'est 2 tâches. Dire tout ce que tu entends sur le radio live et de copier le plus possible les gestes. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que tu suives les règles. Mais inhérent dans ces règles-là, c'est un problème parce que c'est difficile à faire. C'est 2 choses en même temps et les gens ont jamais pratiqué ça. Donc, le cerveau est pas capable. C'est comme une surcharge cognitive. Donc, on insiste, on invite et on accepte avec joie les glitches. C'est un jeu de glitch. Périphériques oui. Parce que des fois, les gens, ils partent, tu vois, les mains comme sont pas capables de essayer de dire le nom de la rue qu'ils connaissent pas en même temps que quelqu'un fait comme ça. Sur les vidéos, ils sont comme... OK, c'est fascinant. Donc, c'est super différent. C'est quoi les actions périphériques qui vont avoir lieu, qui sont pas nécessairement liées aux règles, tu sais? Ben, autour, c'est dans le cerveau, enfin. C'est l'incapacité d'être aussi habile dans parler et bouger en même temps. Donc, il y a un glitch du corps qui arrive. Sauf quand c'est les enfants. C'est pas du tout conçu pour un enfant, le radiomaton. Mais souvent, c'est dans une entrée de théâtre ou bibliothèque, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Donc, on découvre que les enfants ne sont pas du tout dans la même réflexion de c'est quoi d'être un bon joueur. C'est quoi? Ça rejoint la distinction entre ludus et pas Tout à fait. Eux, la même play complètement. Il dit, bof, les règles, bof. Donc, ils vont entrer comme 3, 4, 5 en même temps. Ça c'est un périphérique
pas du tout prévu et delicious, juste pour dire. Et les enfants qui hantent et sortent pendant tout le temps, qui parlent, Ils vont qui pas enlèvent. respecter l'intimité de Ni la personne qui est l'espace, déjà là. ni les tâches données, même pas écouter nécessairement. OK. C'est pas du tout, puis parce ils vont avoir du fun. C'est ça leur jeu, c'est du play, point. C'est fascinant. Yeah. Puis il y a aussi j'avais vu dans la vidéo là, qui a été partagée, mais les enfants dans Invisible, c'est fascinant de voir les enfants se comporter dans l'installation. Ils ont moins peur d'aller sur la scène, ils s'approchent des danseurs, danseuses, puis ils sont plus dans la curiosité, dans le touche-à-tout. Je serais curieux de savoir comment ça a été reçu. Oh, ben, c'est sûr que c'est delicious. Ça, c'est une autre je pense qu'il y a beaucoup dans l'espace qui aide ça parce qu'il y a quand même quelque chose de la maison. Mm-hmm. Il y a des divans, les chaises, les petites lampes de la maison. Donc, je soupçonne qu'un enfant comprend quelque chose très clairement. Ils ont le droit de faire de quoi. Puis un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Puis c'est sécuritaire. Puis il y a quelque chose de quiet quand même. Donc, il y a beaucoup d'adultes autour, tout le monde fait attention. Et l'autre chose qui arrive, c'est que c'est un grand espace. Donc, il ne peut pas faire mal pour la plupart du temps. Et les adultes les imitent. Ça, c'est une place où on a beaucoup de misère à respecter nos propres règles. Parce qu'ils entrent dans les choses de générer le mouvement eux-mêmes, comme les autres danseurs. Donc, on prend le mouvement des enfants. Okay. C'est assez... Puis les parents vont imiter les enfants, puis c'est comme si ça... danseurs. Okay. C'est comme si ça créait un canal pour les parents pour embarquer dans... Oui, ça dégêne peut-être, je sais pas. Mais c'était pas souvent les parents qui entraient, c'est les adultes danseurs. OK. C'est eux qui brisaient la glace. Oui. Et les enfants aussi, j'imagine, comme tu dis, qui brisaient la glace aussi, montrant, on peut s'amuser. Dans ce show-là, il y a un chien aussi qui est là avec nous tout le temps, qui joue un rôle aussi de ceux qui ne peuvent pas comprendre les règles. Donc, il est juste naturel. Il fait ce qu'il veut faire. Donc, ça aussi, ça clarifie quelque chose qui est possible dans l'espace. Un certain calme, une certaine perturbation et glitchy. A dog's glitchy. Ah oui? Ah oui, dans le sens, il est couché, oups, il se lève et va vers toi. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe. OK. Il va dans les jambes des danseurs. Ah oui, il va trouver quelqu'un d'intéressant. C'est génial. Ouais. Ça vient comme... Je suis curieux, est-ce qu'il y a d'autres glitches comme ça dans Invisible qui ont marqué le processus de création puis que finalement ont influencé l'œuvre, la version finale de l'œuvre? Est-ce qu'il y a des glitches comme ça qui se sont avérés utiles pour le créateur? Je dirais qu'il y avait des glitches au niveau désir de résultat. On a parlé dans le sens que on ouvre les possibilités de jeu, de play dans l'espace. Puis c'est pas toujours ce qu'on cherchait. On réalisait pas avant qu'on cherchait pas ça. Mais quand ça arrive, on réalise, ça défait quelque chose qui est important pour le projet. Un bon exemple de ça, c'est une fois, on avait une classe d'étudiants en danse qui sont venus. Donc, ils sont en masse critique, disons, de personnes. Et ils ont pris contrôle de tout le jeu, mais ils connaissaient pas les règles de jeu de mouvement. Donc, ça a devenu complètement d'autres choses. On a invité. On l'a invité. C'est sûr, on l'a invité, mais on n'aimait pas ce qu'on a invité. On a réalisé, on perd le contrôle sur quelque chose de fondamental dans ce qu'on fait. Comment on défait cette invitation? Qu'est-ce qui était fondamentalement perdu? Ça est devenu presque comme comment je dirais? C'est une super bonne question. Parce que c'est pas loin de ce qu'il est, mais c'est pas du tout ce qu'il est. C'était, au lieu d'avoir tout le monde a une influence sur tout le monde, ça commençait d'être construit. Donc, de faire une scène. Donc, c'était pas en perpétuelle mutation, transformation. Et tout d'un coup, ça voulait se construire dans quelque chose qui avait l'air de bon. Puis, c'est drôle comment ça a pas l'air mauvais. Je présume que ça l'a bloqué plein d'autres personnes dans leur interaction avec l'œuvre. Surtout les danseurs. Les danseurs se sont sentis exclus?
parce que c'était pas compris, c'était quoi le jeu, les règles. Ouais, Tout d'un coup, n'étaient pas claires. C'est comme, le jeu. c'était un sens de hijacking. Puis ma question est, parce que c'est jeune, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas habitué encore de cette glitch, ce type de glitch? Et ça, je ne sais pas quoi dire. On a des grosses discussions là-dessus. Parce qu'effectivement, ça pointe vers une certaine contradiction entre on veut un art participatif multijoueur où il y a la possibilité de s'approprier l'œuvre et de devenir l'artiste en jouant avec l'œuvre. Et l'autre côté, le contrôle autorial plus institutionnalisé, on veut tel résultat. Ouais. Fait que là, il y a une contradiction. Open jusque-là. Ouais. Après ça, notre ouverture artistique est oups. Mm-hmm. Ouais. Un autre était au niveau du son. Des fois, ben, c'est parce que normalement, ça prend beaucoup de temps avant que quelqu'un va jouer de la musique. Il y a quelque chose presque personnel de jouer la musique, puis et c'est visible, ensemble, visible. On voit que les autres l'aiment, on voit que ça a un impact sur le jeu. On se sent vulnérable. On se sent super vulnérable. Mais pour certaines personnes, ils ont moins cette sens de vulnérabilité, donc ils sont beaucoup plus à l'aise. Et de temps en temps, quelqu'un peut commencer de monopoliser le son. Oui, donc, ça laisse, c'est difficile. Encore une fois, c'est comme ça fige dans quelque chose ou être comme perpétuelle transformation. C'est des glitches, mais qui se sont avérés utiles pour recadrer qu'est-ce que vous vouliez faire avec l'installation, finalement. Fait que c'est des choses qui étaient un peu regrettables quand elles sont arrivées. On peut s'y attendre que des choses comme ça arrivent quand on est dans un espace aussi ouvert. Mais finalement, ça s'est peut-être avéré utile parce que vous allez plus pouvoir cibler ce que vous vouliez faire. Puis encore une fois, la question de si on a fait depuis 2 ans constamment, peut-être on va dire c'est fun quand ça arrive parce que ça change complètement. Oups, on est ailleurs, mais on n'est pas là encore. Donc on a pour l'instant, ça nous a fait ajouter d'autres règles internes. Qui veut dire que pour nous qui sommes à l'intérieur, on a un contrôle invisible. Sur le son, par exemple. Sur le son, où on peut diminuer, donc on peut réduire la monopolisation, ou on peut réduire la lumière, donc c'est moins visible. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça change le sens dans l'espace. C'est très intéressant, ça m'invite, en fait, qu'on appelle à savoir qu'est-ce que les concepteurs de jeux font des glitches. C'est quoi la relation entre les deux? Là, si on a des glitches de quelqu'un qui sort de la map pour marcher en dessous de la map, là, on perd un peu peut-être l'esprit du jeu. Si tout le monde commence à faire ça, on n'a plus de jeu. C'est quoi la relation? C'est fascinant, mais je suis extrêmement content que la direction aille dans cette direction-là, la discussion. Parce que le glitch, moi, puis c'est ce que j'ai théorisé dans ma thèse, c'est que le glitch a sa propre économie, si on veut. Il fonctionne dans des relations aux gens, il fonctionne dans des relations aux technologies, il fonctionne dans des relations aux développeurs de jeux aussi, qui doivent les négocier, ultimement. Fait que pour moi, le glitch est fondamentalement un objet de négociation. Parce qu'il est liminal, c'est-à-dire qu'il joue toujours sur les frontières entre les espaces permis, non permis, les actions attendues, surprenantes, les contingences, les incertitudes, parce qu'il est toujours en train de jouer sur les frontières. Il force une prise de négociation entre les acteurs du jeu ou les acteurs de l'œuvre, dans le cas d'Invisible. Je pense que c'est ce processus-là de négociation que vous avez, dont vous avez fait l'expérience. OK, c'est quoi la place des danseurs? C'est quoi la place des personnes qui abusent du volume et monopolisent la scène sonore? Puis le glitch a forcé la négociation. Puis ultimement, vous avez fait des choix autorials d'avoir un certain contrôle sur ces événements-là. Puis ultimement, ça nous renvoie à un phénomène qui est canonique dans la culture du jeu, qui est celui des patchs, en fait. Les fameux correctifs de jeu. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être pas familières avec ce concept-là, c'est les jeux aujourd'hui qui sont tous numériques. Quand des erreurs sont trouvées, on les corrige au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Fait que le jeu est toujours en train de s'améliorer. Des fois, il s'empire, mais dans la majorité des cas, les correctifs de jeu, les patchs sont là pour corriger l'œuvre puis faire respecter, si on veut, la vision autoriale qui est celle des concepteurs de jeu. Donc, le glitch va vraiment dynamiser ce processus-là, fondamentalement, en fait. Donc, on a des joueurs qui trouvent une erreur. Puis là, après ça, il va y avoir un processus de négociation sociale et technique qui va s'enclencher.
Puis ça peut mener à des découvertes de stratégies dominantes qui font en sorte qu'on gagne à tout coup dans les jeux. Par exemple, dans le jeu Team Fortress 2, qui est un de mes objets d'étude que j'ai vraiment approfondi, ben il y avait toute une communauté de joueurs qui trouvaient des trous dans les murs, en fait. Donc, les murs ont des boîtes de collision, mais des fois, les concepteurs oublient de les mettre, ou les joueurs trouvent des façons de laguer dans le mur pour sortir, puis ils réussissent à se faufiler dans les marges du système. Puis dans le cadre du jeu Team Fortress 2, qui est un jeu de tir, où deux équipes s'affrontent dans un contexte multijoueur, là, on avait des joueurs qui allaient en dessous de la carte, puis qui réussissaient à tuer l'équipe adverse sans aucune compétition, tu sais. En triche, c'est comme là ça frôle la tricherie. Là. Oui, c'est ça. On est dans des comportements de hacker, en fait. C'est pas du hacking, parce que le hacking, on va souvent le définir par quelqu'un qui fait une intervention sur le code. Sur les codes, C'est-à-dire qu'il y a son propre logiciel tiers qui va faire rouler en même temps que le jeu pour augmenter, mettons, sa capacité à bien viser ou la vitesse de tir d'un arme, quoi que ce soit, sa vitesse de déplacement, voir à travers les murs, des trucs comme ça. Mais ça, c'est des logiciels qui sont ajoutés. Mais les glitchers, ils travaillent, ça, c'est dans l'éthique des glitchers, travaillent avec le jeu tel quel au moment où ils jouent. Alors, s'ils trouvent un trou dans le mur, pour les glitchers, ça fait partie du jeu. Et ils vont dire, si les développeurs voulaient pas qu'on utilise ce glitch-là, ben, il y avait juste à pas le mettre dans le jeu. Oui, c'est ça. J'adore. Puis là, il y a ce processus de négociation sociale-là qui se produit. Puis là, là, on a parlé de la tricherie, mais après ça, il y a des pratiques artistiques. Donc, il y a des artistes qui vont s'approprier le glitch pour revisiter un espace de jeu. Donc, si les auditeurs, auditrices voudraient aller voir la carte mentale là, qu'on a construite, il y a des exemples justement d'artistes qui vont s'approprier le glitch pour aller dans les marges du système puis créer des artefacts artistiques et prendre tout des ça. photos, parce qu'on Prendre souvent des dans les jeux photos. maintenant, on peut aller sur le menu, prendre des photos de nous. Ouais. Le fameux screenshot est devenu un outil artistique. Puis puis l'appellation que je trouve intéressante qu'on utilise dans cette communauté-là, on va désigner les glitchers plutôt comme des chasseurs de glitch. Okay. C'est des gens qui vont à la chasse. Ouais. Puis parce qu'il y en a. Il y en a. Il y en a. Il n'y a aucun système parfait, c'est sûr qu'il y en a. Puis les glitchers partent de cette prémisse-là. Puis là, ils vont avoir des comportements ludiques en conséquence pour essayer de les trouver avec plein de techniques. Moi, je dirais, je me demande, on n'utilise pas ces termes-là dans ce qu'on fait, mais je dirais qu'on essaie de patcher constamment. On essaie de trouver nos glitches, où sont les failles. Mais des fois, je dirais le parti créatrice de tout ça. Par exemple, quand j'ai dit qu'on a réalisé que ça valait la peine d'avoir une sorte de contrôle sur la lumière, on a créé au début un qui était juste une seule lumière qui restait. Mais tout d'un coup, on a réalisé, comme mon jeu, que c'est fun de voir des changements si radicaux de lumière. Donc, on a ajouté 6 autres. Pour vraiment, des idées, on ne sait pas comment ils vont sortir. Puis c'était pas nous qui était la source de ce type d'idées. Ouais. C'était vraiment les gens qui sont venus. C'est le glitch. Puis ça arrive vraiment souvent aussi dans le contexte du jeu vidéo. Des joueurs vont trouver une stratégie optimale qui utilise un glitch. Par exemple, un glitch très populaire dans la série de jeux Quake, qui est un jeu de tir à première personne. Les joueurs ont trouvé une façon d'utiliser un glitch pour annuler la friction du sol. Ce qui faisait qu'ils pouvaient accumuler des vitesses là, incroyables, super rapidement. Puis à cause de ces vitesses-là augmentées, ben là, c'était possible de sauter par-dessus des trous qui étaient pas supposés être franchis, d'atteindre des plateformes que normalement on devrait pas être capable d'atteindre. Donc ils ont complètement brisé le jeu parce que maintenant, puis ce qui faisait en sorte que si les joueurs n'étaient pas capables de maîtriser le glitch, ça paraissait qu'ils étaient novices. Ça trahissait le manque d'expertise, le manque de connaissance du glitch. Puis c'est devenu tellement important dans la communauté, dans le méta-jeu de Quake, que finalement, c'est entré dans le canon. Et les concepteurs de jeu au début, ils ont négocié, ils n'étaient pas d'accord avec ça, John Carmack, entre autres. Puis, à un certain point, la communauté a réussi à convaincre les designers de jeu que ce glitch-là avait sa place, puis était équilibré dans le contexte du jeu. Et là, finalement, c'est devenu, dans le canon, c'est intégré, ça fait partie des mécaniques de jeu officielles. Donc, c'est parti d'une mécanique de jeu émergente trouvée par des glitchers pour devenir, finalement, une mécanique de jeu officielle. Puis maintenant, dans les opus subséquents de la série, les concepteurs de jeu prenaient en compte le glitch pour spatialiser les trous, les sauts, les hauteurs des plateformes. Ouais, c'est quoi les besoins de ces utilisateurs-là? C'est quoi qu'ils cherchent? C'est quoi qui les fait triper, dans le fond, dans ce jeu-là? Puis
le concepteur va co-créer avec les joueurs. Co-créer, c'est le mot parfait. Puis je pense que c'est un peu ça que tu décris, c'est une co-création d'une certaine façon. C'est-à-dire que, bon, déjà, on trouve une faille dans le système. On va repenser la manière dont on peut jouer les éclairages, contrôler les volumes, puis là, ça l'ouvre des nouvelles possibilités, dont l'ajout de lumière, l'ajout de changement d'éclairage et tout ça. Puis je pense que c'est ça, le rapport co-créatif, que permet le glitch. Il permet à l'utilisateur de devenir le créateur, le co-créateur plutôt, de l'expérience. Tu m'as fait penser, I'm like, oh man, encore une fois, je reviens à la question qu'on n'est pas assez online. Dans le sens, nous, parce qu'on passe beaucoup de temps en répétition de ces projets-là et on découvre toutes sortes de possibilités. Puis à un moment donné, on est comme, est-ce qu'ils vont le découvrir, le public? Donc, on a réalisé qu'on aime les aider des fois, nous. De jouer nous, on ajoute nous le son pour voir par exemple comment plusieurs sources peuvent s'accumuler ensemble pour faire toutes sortes de jeux qui n'est pas du tout la même chose. Si c'est une seule tune ou une seule entrée. Puis on se demande, est-ce qu'on triche? You know what I mean? Like, on invite plutôt, en fond. C'est un peu dans la même lignée que l'idée d'invitation. Tout à fait. C'est une invitation. Parce qu'on n'a pas le temps pour les gens à accumuler la connaissance des possibilités. En fait, la plupart de ce que j'en comprends, les joueurs qui se mettent à exploiter les glitches, ça doit être souvent des joueurs qui ont joué souvent au jeu, tellement ils ont fait l'émission, et là, se sont rendus un peu ennuyés, puis ils trouvent une nouvelle manière de jouer. Mais dans une installation comme de 72 heures, ça reste de courte durée, là, quand on compare à la durée de vie d'un jeu vidéo. En 72 heures, ça peut être court, là, pour des gens, Quand les gens restent comme 8 heures, 10 heures, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, qui restent longtemps comme ça, c'est sur la question d'ennui, dans le sens que qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire avec ce jeu-là? Qu'est-ce que ça offre autre que des premières idées? Que les cartes disent? C'est quoi entre les idées des cartes? Oui, la notion d'ennui, c'est un moteur pour la création aussi, d'une certaine façon. Puis les glitchers, c'est souvent des joueurs qui vont avoir une grande expertise dans le jeu. Ils sont très bons, ils ont maîtrisé le système, ils connaissent les règles de fond en comble. Et cette connaissance-là, c'est aussi les connaissances des limites du système. Puis là, à un certain point, le jeu devient du méta-jeu, c'est-à-dire on joue plus le jeu, mais on joue avec le jeu. Puis là, on teste les limites du système, puis on voit jusqu'où le jeu peut aller d'une certaine façon, jusqu'où on peut l'étirer, le renouveler, le transformer. Puis j'imagine que c'est dans ce contexte-là que quelqu'un qui reste longtemps dans Invisible pourrait décider d'avoir une attitude un petit peu plus païdienne, c'est-à-dire aller tâtonner plus, voir les limites, pousser un peu plus loin. Dans les jeux vidéo, ces comportements-là sont validés par des communautés en ligne qui se montrent leurs glitches et qui performent les glitches. Dans le cas d'une installation en art vivant, parfois ça peut être un peu les gens sont polis, ils restent gênés un peu de déstabiliser les installations comme elles sont prévues. Donc j'imagine que ça doit être, il faut lancer l'invitation de vous pouvez aussi jouer avec les règles, ça doit être c'est un enjeu quand même. La ligne est mince. Il ne veut pas que le jeu déraille non plus. Tout à fait. Ça fait comme 5 idées en même temps. Mon Dieu. C'est bon, la question de test, comment valider des instructions, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair. Il y a des différences majeures, j'ai l'impression, entre ce que nous, on est habitués à faire et ce que le monde de jeu, parce qu'il y a un développement de comment tester, que ça va être testé live, etc., que nous, on n'a pas tout à fait ça. Donc, nous, on fait des tests, on invite toutes sortes de personnes, mais toutes sortes de personnes risquent fortement d'être des gens qu'on connaît. Donc, la distance nécessaire de faire un test comme un public qui paye, qui est complètement d'autre chose. Et c'est un problème qui dure constamment parce qu'on est perpétuellement surprise au début. Quand on fait avant un vrai public, qu'est-ce qui sort? Parce que c'est pas du tout la même chose pour les gens qui viennent pour nous aider. C'est sûr. C'est pas la même culture, en fait. Non. Pas le même public aussi. Mais c'est un peu la même logique dans le domaine du jeu, au sens où les playtests qui sont faits avant la publication d'un jeu, tu sais, ça se fait avec des gens qui sont sur une expertise dans le domaine du jeu, que ce soit dans le QA ou que ce soit justement être testeur comme tel ou des développeurs à l'interne d'une compagnie qui vont tester le jeu. Tu sais, c'est un public qui est déjà, si on veut, connaisseur de l'œuvre. Mais ce qui est avec le jeu, après sa publication,
Ben, il y a des systèmes de surveillance un peu perpétuels, surtout dans les jeux en ligne, tu sais, c'est-à-dire il y a des systèmes qui sont là pour collecter des données sur les pratiques de joueurs, combien de fois les joueurs sont morts à telle place, quel trophée ils ont acquis, quels qu'ils n'ont pas acquis, puis là ils sont capables de prendre toutes ces données-là pour essayer après ça de balancer le système. Donc est-ce que ça c'est là les patchs qui les patchs vont émaner là souvent de certaines données qui ont été comme recueillies et analysées par des spécialistes de l'analyse de données. Puis après ça, oui, il y a des patchs qui sont développés. on n'a pas ça. Non, c'est ça. Vous, c'est directement quand ça se passe là. Puis c'est vous qui devez, avec ce qui se passe, réagir puis réajuster en Puis on essaie de route. déduire. Ça veut dire quoi tout ça? Parce qu'on n'a pas des données comme vous avez. En tout cas, puis même si les concepteurs de jeux font toute une batterie de tests qui peuvent faire, malgré tout, on peut pas prédire les comportements de certaines communautés, comme les communautés de glitchers qui vont toujours être capables de trouver des façons que même les développeurs ont pas anticipées, là. Non, des façons d'interagir qui sont quand même vont quand même surprendre. Fait que... Alors, il nous reste 10 minutes à la discussion. S'il y a des gens à la maison qui ont envie de nous poser des questions, demander des précisions, vous pouvez le faire. Voilà votre chance. Vous pouvez aussi écrire suite à la diffusion en direct de l'émission et on va pouvoir vous répondre dans la durée de vie de cette discussion qui est très intéressante, ma foi. S'il y a pas, en attendant d'avoir une question du public, je vous inviterai à de manière plus informelle, si vous avez des jeux que vous aimez bien jouer, et ça pourrait donc ouvrir notre imagination, nous inspirer sur pourquoi, comme toi, Katie, est-ce qu'il y a des jeux que tu aimes jouer et pourquoi tu aimes jouer à ces jeux-là? Tu sais ce que j'aime? J'aime jouer en vrai, dans le sens les jeux de société, parce que qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre les gens. Live. Donc, c'est pas pour rien que je suis dans le monde de l'art vivant, parce que je pense que la chose qui me plaît le plus, quoique j'adore jouer, mais c'est de sentir les personnes avec qui je joue et le plaisir de rire, etc. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on est dans un contexte comme numérique, là, où notre identité est médiatisée par un avatar, ça change le rapport au jeu. Sûrement. C'est pour ça que on peut glitcher, tricher, hacker quand on est capable d'être incarné dans un avatar qui n'est pas nous, alors que dans le contexte, par exemple, des installations, des arts vivants, des jeux de société, là, il y a quelque chose de plus lié à mon individualité, à ma personnalité. C'est ça. Puis on n'est pas anonyme de tout de la même manière, en tout cas. Et toi, Hugo, est-ce qu'il y a des jeux que tu aimes jouer actuellement? Est-ce que tu pratiques même la chasse au glitch? Ouais, ben j'en ai fait dans le cadre de mes recherches. Je pouvais pas parler de cette pratique-là sans en faire moi-même. Alors évidemment, je me suis adonné à la pratique, mais on est toujours un peu surpris quand on trouve un glitch. On peut les chercher, les trouver, les provoquer, mais souvent c'est ceux qui arrivent sans préparation, sans attente, qui nous surprennent. Puis moi, c'est comme un peu dans un jeu, j'avais justement à un certain point, j'ai juste tombé en dessous de la carte. Je sais pas pour quelle raison, mais je suis tombé dans une espèce d'espace sublime, terrifiant, dans le vide et tout ça. Puis ça m'a accroché. Puis c'est ça qui me fait aller dans la pratique. Mais ultimement, le jeu que j'aimerais suggérer, c'est The Stanley Parable. J'en ai déjà parlé, mais c'est quoi? The Stanley Parable, oui, okay. Qui est un jeu dans lequel on joue un employé de bureau qui va justement aller explorer son milieu de travail, puis il n'y a plus personne. Puis il se demande pourquoi. Puis il y a un narrateur qui va narrer chaque action, chaque interaction, et il va nous donner des invitations d'interaction, mais on peut toujours le contredire. Et quand on le contredit, il nous relance avec des questions comiques, il nous remet en question. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, tu es en train de briser le jeu, etc., etc. Fait que pour des gens qui voudraient explorer un peu la discussion qu'on a eue du point de vue vidéoludique, c'est l'œuvre parfaite, ça traite exactement du sujet qu'on aborde aujourd'hui. J'ai une petite question du public de Christo 3214 qui nous dit: on a discuté de la performance très ouverte et improvisée. Mais qu'en est-il des erreurs qui occurrent dans une performance plus figée? Et comment les danseurs se les réapproprient? En anglais, je dirais I live for those moments. On pourrait dire c'est emergent, dans le sens qu'il y a quelque chose qui, quand on sait
vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qui doit être le show et on n'est pas capable et quelque chose d'autre arrive, il y a un moment de très, très, très forte présence qui arrive souvent. S'il y a une accumulation de catastrophes, ben ça, on tombe dans d'autres choses. Mais quand il y a un moment de bliss, presque, quand il y a quelque chose qui arrive et on s'attend pas, il faut dealer avec et faire quelque chose avec ça. Ça, en tout cas, moi, j'adore ces moments-là. Et ça existe dans les spectacles très connus. Mais l'invitation est pas pour ça. Mais en tant que danseuse, est-ce que ça vous est arrivé d'arriver devant une erreur, puis comment, dans ton corps, comment tu as réagi? Depends, right? Il faut que tu peux pas, parce que quand on danse, surtout quelque chose qui est très construit dans le corps, en une sorte de muscle memory, on est dedans, on n'a pas besoin de penser à c'est quoi le mouvement. Mais quand on fait un glitch comme ça, il faut trouver une solution d'être capable de continuer. Donc, il y a un moment de créativité assez fascinant et de peur. C'est comme, wow! Est-ce que comme un exemple, ce serait une chute, quelqu'un qui trébuche ou... Et j'ai vu, ça fait probablement 30 ans, mais j'ai vu, c'était pas une pièce dans laquelle j'étais impliquée, j'ai regardé, puis la personne était sur une jambe debout, avec la jambe en avant, puis elle faisait quelque chose comme ça, et quelqu'un était supposé de prendre son dos. Je sais pas si c'est clair, comme ça. Puis la personne n'était pas là. Puis elle ne voyait pas. Puis c'était carrément comme la descente le plus long que j'ai jamais vu de ma vie. Elle arrivait sur sa tête, mais sans boom. C'est vraiment comme elle faisait un ajustement dans son corps pour comme être capable de pas tomber. Ça, je vais jamais revoir ça de ma vie. C'était vraiment ce moment-là de glitch total. Et on a une dernière question, encore une fois de Christo. On a peu de temps pour répondre, mais je vous invite à y répondre. Quel parallèle peut-on établir entre l'exploration de l'espace dansé et l'espace joué? Et comment cette exploration peut s'opérationnaliser à travers l'erreur et le glitch? Donc, on a l'espace dansé, on a l'espace joué. Et comment, dans l'espace dansé, le glitch peut être utilisé, puis dans l'espace joué, est-ce que ça peut être utilisé de la même manière? Là, tu parlais d'un espace dansé, de comment... Mais je dirais que les œuvres plus récentes, parce que moi, je parlais d'une œuvre très, très chorégraphiée, comme toute pas c'était. Je dirais la manière qu'on travaille maintenant est beaucoup plus vert. Beaucoup d'œuvres sont beaucoup plus verts que ça. Donc, on ne sait pas comment les matériaux du corps et les matériaux qu'on utilise pour la création vont réagir dans le moment. Donc, on est perpétuellement dans une sorte d'improvisation, réagir à des glitches, qui veut dire les erreurs, comme on a parlé de ça tantôt, et ça fait partie c'est l'œuvre. C'est pas une erreur de l'œuvre, c'est l'œuvre. L'œuvre embrasse ça. L'œuvre chaotique. Oui. Et c'est pas nécessairement chaotique. C'est juste qu'il y a beaucoup de choix à faire. Et ça fait l'œuvre, donc c'est jamais le même. On s'attend que c'est jamais le même. On veut que ça reste dans un certain territoire artistique, mais on ne s'attend pas du tout que c'est la même identique série d'événements. Super intéressant. Mais c'est tout ce qui compte. C'est tout le temps qui nous restait là. On a quelques minutes seulement, mais je pense que je vais arrêter là pour les questions du public. Est-ce que vous avez des dernières choses que vous vouliez vous communiquer, des questions entre vous? Sinon, on va en finir. Moi, je suis très content d'avoir eu cette discussion-là avec vous. Là. C'était vraiment génial. Puis j'aime aussi voir le jeu comme une danse. Tu sais. Quand on joue avec notre personnage, on danse d'une certaine façon. On évite des coups, on grimpe, on saute, on se projette, on se relève, on tombe. Il y a quelque chose de l'ordre de la danse dans le rapport au jeu. Je pense que notre discussion a réussi à mettre ça en valeur. Ben, parce que j'avais une question pour toi. Moi, ce que j'adore en danse, c'est que dans l'introduction, tu as parlé des personnes de l'art et des personnes des idées. Pour moi, le corps est un site de questions et d'idées. Donc, je trouve que c'est les idées un peu plus cognitives et les idées plus sensorielles, plus affectives. Et je me demande, en jeu, quand tu joues,
As-tu sais? Ah, Est-ce que c'est physique? Ce oui, que j'ai compris, c'est absolument, physique. Hein? absolument. Donc, oui, il y a jouer, il y a toute la dimension des stratégies, il y a l'horizon d'attente, les conventions d'interaction, les manières de parler, de réfléchir et tout ça. Mais ultimement, le jeu, c'est viscéral. C'est kinesthésique, c'est le rapport au corps en mouvement dans l'espace, de se déplacer, comme je disais, de danser avec la machine. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... Surtout maintenant, avec les trucs de capture de mouvement et tout ça, ça devient de plus en plus apparent. Mais oui, tout à fait, il y a vraiment une dimension cognitive, affective qui danse ensemble dans le rapport au jeu, dans le rapport à l'avatar. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce médium, là, de cet art-là. Puis, le corps qui joue dans le jeu, c'est pas ce corps-là? Ou est-ce qu'il y a un lien entre le corps qui est dans le jeu et toi qui joues avec le jeu? Absolument, oui. Il y a quelque chose de très liminal entre les... Il y a une connexion kinesthésique entre le corps de l'avatar et le corps du joueur. C'est pour ça, par exemple, que quand on va jouer à Mario Kart ou à Mario, vous allez voir des gens se tasser comme ça, puis essayer de sauter comme ça. Tu sais, ça, c'est la trace d'un corps, d'un embodiment avec la machine, avec l'écran, avec le monde virtuel. Okay. Puis oui, c'est à mon avis, c'est ce qui distingue le jeu comme forme d'art, tu sais. L'engagement du corps avec la machine, avec le monde numérique, la lecture, les affects qui guident nos choix, qui guident nos mouvements. Puis oui, il y a quelque chose une danse numérique, une danse virtuelle qui est assez particulière. Merci beaucoup. Merci à Hugo, Cathy. C'était super intéressant. J'espère que vous avez apprécié le confort de votre maison. Je sais pas de où vous nous écoutiez, mais je vous invite à rester alerte sur les réseaux sociaux pour la prochaine conversation, la 9e. Donc, on vous révèle bientôt ce qui les participantes, les thèmes abordés. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée ou matinée. Je sais pas de où vous nous écoutez, mais à bientôt.